protestations de l'opposition et de la société civile en Guinée. Elle fait suite à la suggestion de l'ambassadeur russe de modifier la constitution. Conflit au Mali, le président du Comité international de la Croix-Rouge appelle les acteurs à respecter le droit international humanitaire. Puis le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé à l'unité contre l'Iran. C'était au cours de sa visite en Égypte. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. L'ambassadeur de Russie en Guinée a déploré le principe d'alternance inscrit dans la Constitution dont il a suggéré la modification pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Cette sortie a provoqué des protestations de l'opposition et de la société civile. Plus de précisions à travers ce élément. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, régi jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux, Alpha Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique. Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes, heureusement, impose la mentalité de revanche, a déclaré l'ambassadeur Alexandre Brigadier, s'exprimant en tant que doyen du corps diplomatique qui présentait ses vœux de nouvel an à Alpha Condé mercredi. Les constitutions ne sont pas des dogmes, ni Bible, ni Coran, a-t-il affirmé, en estimant que ce sont des constitutions qui doivent s'adapter à la réalité et non l'inverse. Le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, s'est élevé contre ces déclarations, pressant les autres ambassadeurs de s'en désolidariser. L'ambassadeur russe doit savoir qu'il n'est pas du rôle d'un ambassadeur de se mêler des problèmes internes d'un pays indépendant, a réagi jeudi Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, estimant que le représentant de Moscou n'aurait jamais tenu ses propos sans l'aval du président guinéen. Nous demandons aux ambassadeurs de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis et autres de se démarquer de ces propos à travers une déclaration sans aucune ambiguïté, a-t-il ajouté. L'ambassadeur n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes de la Guinée, a abondé Faya Milimono, qui dirige le bloc libéral, un bloc d'opposition. Le leader du Balai citoyen, une association de la société civile, opposée à un troisième mandat d'Alpha Condé, a dénoncé l'intervention du diplomate russe, qualifié de discours incohérent, illogique, inapproprié et anticonstitutionnel. Que ce soit à Kinshasa ou à Goma, en République démocratique du Congo, la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle, est contestée. Les avis divergent au sujet de sa victoire. Les gens croient que le scrutin ici au Congo, c'est Kinshasa. Mais Fati a démontré que dans toute l'étendue de la République, c'est lui qui a battu les élections. Il les a battues copieusement. Il n'y a pas une autre personne qui a battu Fati. Si ils ont des doutes, qu'ils brandissent des preuves. La ville est paralysée. Tout le monde n'est pas en mouvement. Et nous constatons qu'il y a un groupe de gens qui se sont isolés quelque part pour se réjouir des résultats qui ne sont pas du tout conformes aux urnes. Personnellement, je sais que Tshisekedi ne serait jamais les dauphins de Kabila. Personnellement, je suis claire, je dis que c'est un événement qui dépasse plusieurs personnes. Alors tout le monde passe de sa manière. Mais pour nous, les combattants de l'UDPS, c'est une victoire méritée. 36 ans d'élite et voilà, ça paye. Ce n'est pas une passation du pouvoir par Kabila. Il n'a jamais 36 ans d'élite. Comprenez bien que plusieurs personnes ne comprennent pas ça facilement parce que le nom de Tshisekedi, depuis très longtemps au Congo, c'est un nom qui fait peur à la majorité, aux gens qui sont au pouvoir. Alors aujourd'hui, voir un Tshisekedi au pouvoir, ça doit dépasser plusieurs personnes. Même nous, les combattants de l'UDPS, nous sommes dépassés par cet événement. Et parlant toujours de la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidentielle en RD Congo, elle est également contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. Des violences ont fait au moins 4 morts dans ce cadre. Reportage. La République démocratique du Congo a semblé s'engager ce jeudi dans la voie d'une alternance historique avec l'annonce de la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi, cependant aussitôt contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. Au lendemain de cette annonce, des dizaines de jeunes s'en sont pris aux partisans de l'UDPS dans la capitale congolaise, Kinshasa. Il y a toujours eu un groupe de perdants et de gagnants.
Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Si et seulement si qui seront votés par le peuple, ils vont gagner. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a déclaré M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Voilà. Les appels au calme se multiplient. Les États-Unis ont demandé ce jeudi la clarification des questions relatives au dépouillement du scrutin présidentiel. Washington dit également relever l'importance de la décision du président Joseph Kabila de respecter les termes de son mandat conformément à la Constitution et de transférer le pouvoir à un successeur. Par ailleurs, les résultats provisoires des élections législatives sont toujours attendus. Après un premier report, la commission électorale donne rendez-vous pour ce vendredi. Au total, 15 355 candidats ont participé au scrutin législatif pour lever les 500 sièges que compte l'Assemblée nationale en RDC. Ce journal se poursuit au Mali. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Moré, a enjoint les acteurs du conflit à respecter les principes de base du droit international humanitaire et à protéger les populations civiles. C'était au cours d'une conférence de presse dont nous vous proposons un extrait. Nous sommes aussi là pour nous engager avec tous les acteurs du conflit pour qu'ils respectent les règles minimales de distinction entre objets et populations et acteurs militaires et populations civiles, qu'ils respectent les principes d'humanité de base, et je pense que c'est important de le rappeler ici. Nous appelons donc ici, et j'appelle personnellement aussi en termes de cette visite, encore une fois et d'une manière répétée, tous les acteurs, d'exercer de la retenue, de respecter les principes de base du droit international humanitaire et de protéger les populations, surtout les populations civiles, les enfants, les femmes, ceux qui ne participent pas dans les combats. Au Soudan, les organisateurs des manifestations qui secouent le pays depuis le 19 décembre dernier ont appelé à de nouveaux rassemblements anti-gouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Ce faisant, ils font monter la pression sur le régime du président Omar El-Béchir. L'association des professionnels soudanais, qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a appelé à de nouveaux rassemblements anti-gouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association a notamment appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale jeudi. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre dernier à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les protestations se sont rapidement transformées en un mouvement contre le président Omar El-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Ce jeudi, les autorités soudanaises ont annoncé qu'un total de 22 personnes sont mortes dans les manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis 3 semaines. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, donné un bilan d'au moins 40 morts. L'ancien ministre des Finances du Mozambique, Emmanuel Chang, a comparu pour la 3e fois devant un tribunal en Afrique du Sud à Johannesburg après avoir été arrêté à l'aéroport de la ville en raison d'un prêt secret présumé de 2 milliards de dollars à des entreprises publiques mozambicaines. Mais il n'a pas eu gain de cause quant à sa demande de libération. Les images. Comme la veille, l'avocat d'Emmanuel Chang a plaidé mercredi pour sa remise en liberté, arguant que la justice américaine n'avait pas formellement demandé son arrestation et son extradition. Ce document n'existe pas, a-t-il dit, suite à l'argumentaire des avocats selon lequel sa détention en Afrique du Sud est illégale. Le juge Sagra Soubroyen a rejeté la demande en déclarant que le tribunal était d'accord avec l'État pour considérer que le mandat d'arrêt est valide. Les audiences sur la mise en liberté sous caution ont été de nouveau reportées au vendredi 18 janvier. L'ex-ministre mozambicain avait été arrêté le mois dernier en Afrique du Sud en vertu d'un mandat américain dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent
pour avoir autorisé pour l'essentiel, entre 2013 et 2014, des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans une grave crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, au moins une centaine de millions de dollars de pots de vin ont été versés dans le cadre de ces prêts, dont 5 millions au seul Manuel Chong. Il risque une extradition vers les États-Unis. Le parquet général mozambicain a révélé lundi avoir de son côté engagé des poursuites contre 18 personnes sans les citer. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé ce jeudi au Caire les pays du Moyen-Orient à dépasser les vieilles rivalités pour contrer l'Iran. Il a en outre nié le désengagement américain de la région malgré l'annonce du retrait militaire de Syrie. Les précisions. Dans un discours à l'université américaine du Caire, Mike Pompeo a réaffirmé la ligne énoncée par Donald Trump dès 2017 à Riyad, union des alliés des États-Unis contre l'Iran chiite, plus que jamais désigné comme l'ennemi commun. Il a d'ailleurs assuré que Washington continuerait d'œuvrer par la diplomatie pour chasser les Iraniens de Syrie, où ils sont impliqués militairement auprès du régime de Damas. Il est temps de dépasser les vieilles rivalités pour le bien de la région. L'administration Trump s'emploie également à mettre en place l'alliance stratégique pour le Moyen-Orient afin de faire face à la menace la plus grave qui pèse sur la région et de renforcer la coopération énergétique et économique. Alors que les pays du Golfe, où il doit se rendre à partir de vendredi, se déchirent en raison du contentieux entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, Mike Pompeo a plaidé pour faire aboutir une alliance stratégique du Moyen-Orient, sorte d'OTAN arabe que Washington veut créer contre Téhéran. L'objectif du discours et de la longue tournée du secrétaire d'État est de démontrer la cohérence de la stratégie régionale des États-Unis au moment où plusieurs de leurs alliés sont désarçonnés par les décisions du président Trump du retrait de Syrie à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, en passant par la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Puis le président américain Donald Trump s'est rendu à la frontière américano-mexicaine. C'était au cours d'une visite visant à défendre son idée de mur, source d'un vif conflit avec les démocrates qui a provoqué la paralysie partielle de l'administration fédérale. Le président américain Donald Trump a défendu ce jeudi son projet de mur. Le locataire de la Maison-Blanche réclame 5,7 milliards de dollars pour l'édifice promis avec force lors de sa campagne. Mais ses adversaires refusent catégoriquement de débloquer des fonds pour un projet qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace. Quand je dis que le Mexique va payer pour le mur, c'est ce que je veux dire. Le Mexique paye pour le mur. Et je ne voulais pas dire « faites-moi un chèque, s'il vous plaît ». Je veux dire très simplement qu'ils payent pour cela dans l'accord commercial. Et parfois, je disais ça. J'espère que les gens commenceront à comprendre ça. C'est du sens commun. Ils ont besoin d'une barrière. Ils ont besoin d'un mur. Si vous ne l'avez pas, il n'y aura rien d'autre que du dur labeur et des problèmes épuisants. Et aussi des morts, beaucoup de morts. Ce qui est bien avec le mur ou la barrière, c'est que je peux tout finaliser en 15 minutes. On peut commencer la construction. On est déjà en train de bâtir, mais maintenant on pourrait achever la construction. On a un design fantastique qui va être très efficace et rapide et va vraiment très bien marcher. Les discussions budgétaires entre démocrates et républicains butent sur la question du mur, entraînant une paralysie partielle de l'administration fédérale depuis près de 3 semaines. Avant d'atterrir au Texas, le président américain Donald Trump a d'un tweet annoncé qu'il annulait sa participation au Forum économique mondial de Davos qui aura lieu du 21 au 25 janvier. Ce faisant, il met en avant l'intransigeance des démocrates. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end.